وثي دي تولين تيكو 5 تيكلتا تسجيل تنون سياو سيا ثاوين غيون ونفجين هاث ذن فجين اكنس ومن ذن فجين اكساني سم قرن ذي مضال يفرون خد سيو توشول تتسمق حات مزروي نيا قبيليا انواون سينرا ثوشول اللي عمروش يديف كان ماشي ذي ونار ذي وث ياري مسنون إتسعى ثموث ثقبيليث ذميس جيريل عليه يتربى دي فرنساوي تيزير دي فريقث فاطمة أثمنصور سنم يك مثلام فكاد الدريا يصلح نيرسن سين يسمون مش عن تصطاسن ولقون ونسينا طاوس بانجريت عمروش ذيماس جون الموهوف عمروش وكذا كاين نقطة نومي نسل يسن مشا يتواشو تعمروش إلا دعني يون جسم ما تصنيخ بين تسنن مشا مشاهد مظال ذوين إكس عنا تصك من قار يتوسن ذا مذياز يتوسن ذا جزم زوري يتوسن قطس نحرش نمظال مشا أورجين هاث وثيد نبوي نبوي ثيد وكني أسنسل وكي ذا بيير أمروش ذيون بونجاز ذم يارو تزوانا ذوين يخد يشد نتصل زوري لا دغار تزوري تفريق لا أفريكان ستان إكسبير لكن قارن فرنسيس يتوسن دارنيرس وكان يجمع عين إلا نتصوري مظال لا دغار تزوري تقديم نار ستان أنتيكير لكن قارن فرنسيس إيه ذنسا عندنا وين السكين أيلين ذن فينر أسينير بيير. Je viens de vous présenter brièvement en langue kabyle. Azul Village. Pierre, je ne sais pas par quoi commencer, mais le plus peut-être logiquement possible, c'est de nous raconter un peu brièvement votre parcours. On sait que vous êtes né en novembre 48 à Paris. Et puis, donc, vous êtes issu d'une grande famille, la saga Amrouche, comme j'ai l'habitude de l'appeler. Est-ce que vous pouvez nous raconter brièvement votre parcours? Alors, bon, moi, dès mon enfance, j'ai été passionné par l'art ancien, les objets anciens. Et cette passion me vient de mes toutes premières années, les vacances que je passais toujours en Algérie, chez mon grand-père, qui était lui-même passionné d'archéologie et qui m'emmenait sur ses chantiers, etc. On cherchait des vestiges romains, grecs, phéniciens ou préhistoriques. Et cette passion ne m'a pas quitté, et c'est ainsi que, après une scolarité banale, je me suis installé comme antiquaire. Et puis, je me suis spécialisé en art africain d'Afrique subsaharienne à partir des années 70-74, dirons-nous, où j'ai commencé à faire des grands voyages en Afrique pour chercher des objets, faire de la photographie, de la documentation. Voilà. Voilà, Pierre, juste une précision professionnelle. Très bien. On va revenir un peu plus en détail à travers les questions. D'abord, juste une précision pour ceux qui regardent TQ5. Pierre Amrouche, il a cité grand-père de la grande Zandaken, Jean Amrouche, ils font خد سي ثوشولت لي زامروش ماشا يماس اسمي سوزان ماريا فيرجيني مولبير يقول أن تسلمت نتزاويت وقاني شدن غير سكلا كلاسيكيت نهار لي لتر كلاسيك ديال توشولت ديال بان ذي الجزائر. Donc c'est une famille française d'Algérie. Son père, le père, le grand-père de Pierre était donc un ingénieur en chef dans la ville d'Alger. Donc c'est juste pour donner ces précisions, n'est-ce pas Pierre? Exactement, Pierre Molbert, mon grand-père maternel, puisque ma mère était d'une famille pied-noir ancienne, arrivée de France dans les années 1840 et quelques. Des gens qui venaient de l'Est de la France, de la Bretagne,
Et puis en Algérie, ils se sont mariés, etc., avec des immigrants qui venaient d'Espagne, d'Italie. Enfin, c'est les gens qui ont constitué cette population qu'on appelait les pieds noirs. Mhm. Euh, Pierre, actuellement, il vit à Togo, l'ouest de l'Afrique. Donc, il est profondément africain, pour reprendre l'adage enfin, ce qu'a dit Massinissa, le roi Massinissa, notre roi, l'Afrique aux Africains. Et on sait que aussi, à travers tout ce qu'a produit la famille Amrouche, notamment votre père, à travers son fameux livre, L'Éternel Jugurtha, l'africanité, donc, elle est ancrée dans nos traditions, nous, les Amazirs ou les Berbères, les Kabyles. Les Berbères, oui. Voilà, les Berbères. Donc, qu'est-ce qui a fait que vous avez opté pour vivre en Afrique, vous qui êtes né en France? C'était au début, c'était vraiment des options d'ordre professionnel. Et ensuite, j'ai trouvé que c'était des pays très accueillants pour les étrangers. Moi, je trouve que c'est confortable d'être étranger dans un pays parce on n'est pas partisan, on n'est pas partie prenante, on est observateur. Et le Togo est un pays très accueillant pour les étrangers. Il n'y a pas beaucoup d'étrangers. Et c'est pour ça que j'y suis resté au-delà des intérêts professionnels. Pierre, on a failli se rencontrer ce tour de la finale GSK avec Casablanca. Donc, malheureusement, on n'a pas pu parce que on n'était pas loin de Bénin, là où j'étais. On s'est Oui. donné un coup de fil mutuel. Tu as failli même venir. Malheureusement, le manque de temps ne t'a pas permis. Et moi aussi, vous m'avez invité pour venir à Togo. Malheureusement, je ne pouvais pas cette époque-là. Mais moi qui a été à Togo, au Bénin, je suis resté environ pratiquement 10 jours. J'ai vu qu'il y a beaucoup de similitudes en termes de spiritualité entre la société kabyle et la société africaine. J'imagine c'est un peu la même société. Oui. Disons que dans les villages, l'assemblée des anciens a beaucoup d'importance. C'est une sorte de djemma. Oui. Donc voilà, à ce niveau-là, c'est assez proche. Et c'est des sociétés très libérales en fait. Je ne parle pas des régimes politiques, je parle des sociétés traditionnelles. Donc oui, les Berbères et les Africains de la côte sont des gens qui peuvent s'entendre, qui peuvent cohabiter facilement. Même sur le plan religieux ou spiritualité, j'ai vu que on a beaucoup au Bénin, c'est une société paganiste essentiellement. Ils croyaient aux gardiens du temple, comme à peu près Salah chez nous. Donc, est-ce que c'est la même chose que là où vous êtes passé? Oui, bien sûr, c'est pareil. Il y a il y a une religion qui est le vaudou, avec Voilà. beaucoup de symbolisme, euh, de, de périodes d'initiation. Il y a des liens. Et puis finalement, le Niger, c'est tout près et les Touaregs sont au Niger. Donc, euh, disons qu'à 1500 kilomètres de là, on est déjà dans des zones où les Amazirs ont joué un rôle. Pour revenir vers la famille Amrouche, dans son livre qui est resté dans l'histoire, le livre de votre grand-mère, Fadma Mansour, qu'elle a écrite 2 ans avant votre naissance, en 46, et plus tard, avec sa réédition, au décès de votre cher père en 61, elle a fait une dédicace, enfin, elle a fait l'introduction qui était vraiment très émouvante. Donc, vous avez vécu quelques années au moins avec votre grand-mère, Fadma Mansour, aussi, Beaucoup. ouais. Oui, elle habitait chez nous à Paris et elle venait aussi chez nous à la campagne. Et j'étais très proche d'elle, elle était très présente. Elle est venue s'installer en France après la mort de mon grand-père Belkacem, parce qu'elle voulait pas rester seule, elle était âgée, elle était fatiguée. Et donc, elle a Mhm. passé plusieurs années chez nous. Ensuite, elle a été aussi chez sa fille, Taos.
et chez son fils, René Malek, qui était journaliste à Nice. D'accord. Donc, je l'ai extrêmement bien connu et fréquenté. Elle a écrit dans son introduction que malgré mon instruction foncièrement française, jamais je n'ai pu me lier intimement ni avec les Français, ni avec les Arabes, là où elle a vécu aussi en Tunisie. Je suis resté toujours l'éternel exilé, celle qui jamais ne s'est sentie chez elle nulle part. Aujourd'hui, plus que jamais, j'aspire à être enfin chez moi, dans mon village, au milieu de ceux de ma race, de ceux qui ont le même langage, la même mentalité, la même âme superstitieuse et candide, affamée de liberté, d'indépendance, l'âme de Jugurtha. C'était une partie de Cassidy à votre père, à mon fils, elle a écrit, Jean, je dédie ce cahier. Donc j'imagine, mon cher Pierre, c'est que votre grand-mère, le décès de votre père était vraiment quelque chose qu'on a du mal à supporter, n'est-ce pas? أيلا سكواس تسبتيثي لكوات ساكيتي ويزين نرازن تسكلا أراز وين قالان رشيد عليش نتو اللي سين بالعيد ثعلي نيل مزيان طاوس عمروش نتسكلات نتمدوث فرولو نتسوق قيلت محيا تيركوا ريسكوس المسبرس دات كيد هو نغمو سكلان داس ودس أكتسيدو كليوين إقويليين تزمر ما تعاونام ستللت اي ترانسفير غير تيركوا تنقيت info@gmail.com أكد غرو شدون GoFundMe. Oui, ça a été très dur, mais elle avait déjà perdu beaucoup d'enfants. Mais celui-là, c'était sûrement le flambeau de la famille, l'être le plus solaire. Et ça a été vraiment un coup de poignard pour elle. Et après ça, bon, elle a survécu quelques années, mais elle a décliné quand même. La perte de ce fils, ça a été trop dur pour elle, bien sûr. Et c'est vrai qu'elle est toujours restée la Kabyle, comme elle le dit, même, même en Tunisie ou partout. Elle n'a jamais oublié sa culture. Voilà. Tout à fait. Et vous-même, est-ce que vous avez connu, quel souvenir gardez-vous de votre papa, de votre père? Vous avez eu 13 ans quand il est décédé. Quels sont les enfin, les souvenirs que vous gardez de votre Écoutez, père? je me souviens très bien de lui parce que j'avais 13 ans et demi. Et donc, j'ai toute la mémoire de cette période-là et de mon enfance avec lui. C'était un homme qui était très proche de ses enfants. On dirait, en français, on dirait très tendre. Et qui aussi aimait beaucoup la jeunesse et qui veillait au développement de la jeunesse. Et il s'intéressait à tout ce qui était, tout ce qui pouvait être un signe pour l'avenir dans les choix de ses enfants. Donc, on était très proches, on était très souvent ensemble quand il était en France. N'oubliez à cette période-là, il n'était pas souvent en France, puisque pour lui, politiquement, c'était assez difficile. Donc, il était beaucoup en Italie, en Suisse et au Maroc aussi, et en Tunisie. Tout à fait. Eh ben, c'est maintenant, avant de quitter le thème de votre papa et aller vers d'autres sujets, j'aimerais bien rappeler un extrait de ce qu'a écrit dans son premier livre, L'Éternel
Jugurtha, je pense que c'est le premier livre, oui. Oui. Il a dit que Jugurtha s'adapte à toutes les conditions, il s'est accoquiné à tous les concurrents, il a parlé le punique, le latin, le grec, l'arabe, l'espagnol, l'italien, le français, négligeant de fixer par l'écriture sa propre langue. Il a adoré avec la même passion intransigeante tous les dieux. Il semblerait donc qu'il fût facile de le conquérir tout à fait, mais à l'instant même où la conquête semblait achevée, Jugurtha s'éveillait à lui-même, échappe à qui se flattait d'une ferme prise. Vous parlez à sa dépouille un simulacre qui vous répond, acquiesce encore parfois, mais l'esprit et l'âme sont ailleurs, irréductibles et sourds, appelés par une voix profonde, inexorable, et dont Jugurtha lui-même croyait qu'elle était éteinte à jamais. Il retourne à sa vraie patrie où il entre par la porte noire de refus, l'éternel Jugurtha. Donc, vous-même, Pierre, vous avez donc visité plusieurs pays dans pratiquement tous les continents du monde. Vous avez été à Beyrouth, vous avez été à Bangui, je pense c'est la ville de Centrafrica, comme vous êtes actuellement à Lomé, au Tchad, vous avez été chez vous en Kabylie, j'imagine aussi. Donc, et vous gardez la citoyenneté algérienne en même temps que la citoyenneté française. Quel est votre dernier voyage que vous avez fait en Kabylie? Je suis allé en Kabylie il y a 3-4 ans environ. Et après ça, je devais y aller, mais avec les questions de Covid et tout, c'était un peu compliqué. Donc, j'espère pouvoir y aller en octobre ou en novembre. Donc, vous faites souvent des voyages en Kabylie comme ça? Non, je vais souvent à Oran où j'ai des amis très proches kabyles qui sont comme des cousins, quoi. D'accord. Et bon, voilà. Mais j'ai l'intention d'aller à Irilali bientôt. D'accord. OK. J'ai lu à travers votre biographie que vous avez fait des études en langue kabyle pour apprendre la langue de votre grand-mère et père. Donc, Voilà. est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus? Je suis allé aux langues orientales en 80 où j'ai étudié avec une professeure de kabyle qui s'appelait Mademoiselle Oussedik. J'ai fait 1 an. Ça m'a intéressé, mais une langue qu'on ne pratique pas, vous voyez, il faudrait que je sois dans le milieu. Et quand j'étais adolescent, j'ai vécu au Moyen-Orient, au Liban et en Syrie. Et en fait, à cette époque-là, j'ai plutôt appris des rudiments d'arabe que de kabyle. Donc, en fait, c'est les mots arabes qui vont me venir en premier. Il faudrait que je fasse, je sais pas, 3 mois en milieu berbérophone intégral pour bien travailler. Avec tous les moyens technologiques qu'on a à notre disposition, c'est pas une tâche difficile pour apprendre le kabyle avec YouTube, avec toutes les plateformes numériques qu'on a, non? Oui, mais une langue n'est utile que si on la pratique. Or, là où je suis, j'ai pas tellement l'occasion. Quand même, vous avez une famille, vos enfants ils portent des prénoms kabyles, n'est-ce pas? Oui, exactement. Si j'ai bien souvenir, ça dit et Edir, non? Oui. Les enfants? Ils ont des prénoms kabyles, pas forcément en premier, mais toujours en second aussi bien. Donc, ils peuvent choisir un jour. Donc, c'est à l'image de votre famille, la famille Amrouche, à chaque fois qu'il y a un prénom chrétien, il est associé à un nom kabyle, Taos, Marguerite, Jean. Sauf que eux, c'est à cause de la loi coloniale, parce que vous savez, ils sont nés comme indigènes, sujets français, et que à cette époque, ils ne pouvaient avoir que des prénoms arabes ou berbères. Ils n'avaient pas le droit d'avoir des prénoms français. C'est seulement après 1913 qu'ils ont pu en avoir. Mais sur l'état civil de mon père, jusqu'à sa mort, il s'appelle Maïhoub Amrouche. D'accord. Voilà.
y compris votre tante aussi, Taos Amrouche, Marguerite, Elle, je n'ai pas son acte de naissance pour vous le dire, mais Marie-Louise. mes oncles, mon père, ils avaient tous sur leur papier leur prénom indigène, comme on disait à l'époque. Mhm. Ouais. En parlant de Taos Marguerite Amrouche, est-ce que vous gardez des souvenirs d'elle? Oui, bien sûr, parce que Taos, elle est décédée en 67. 76, je crois. Oui. On s'est vu tout le temps. Elle, sa fille, ma cousine Laurence, elle venait chez nous ou j'allais chez elle manger le couscous. Mhm. Oui, on était très proches. On pouvait se disputer, mais on était du même sang. Tout à fait. Sa fille, puisque vous parlez de sa fille, à un certain moment donné, elle a donné un lot d'archives à Mouloud Mamri concernant sa famille, la famille Amrouche, mais dont on ne sait pas un peu jusqu'à date où est-ce qu'ils sont partis ces archives. Et vous-même, est-ce que vous avez des archives sur la famille Amrouche? Parce qu'on aimerait Oui, bien faire des recherches. Oui, oui, les archives de ma tante Taos sont toutes déposées à l'IMEC en France, qui est un institut qui recueille les archives d'écrivains, qui les classe, qui les protège et qui les met à la disposition des chercheurs. Et moi, j'ai déjà donné la moitié de mes archives concernant mon père à l'IMEC. Donc, ces archives seront à côté de celles de sa sœur, d'accord. Parfait. Une puisqu'on bonne ne peut nouvelle. pas donner ça en Algérie. D'accord. Votre père, Jean Amrouche, vous le voyez, il a écrit le chant berbère de Kabylie. C'était apparemment l'un de ses premiers livres qu'il a rédigé quand il était en Tunisie, n'est-ce pas? Ça, c'est l'édition bilingue préfacée par Tout Mouloud à fait. Mamri. Préfacé par Moul Bamri, et puis, comment dirais-je, les récits ont été traduits en kabyle par Tassadit Yassine. C'est ça. Oui. Ont été transcrits en kabyle parce que il les a écrits en français, mais transcription en kabyle, traduction en kabyle, faite par Tassadit Yassine. Oui, mais dans nos archives, nous avons le texte d'origine de ma grand-mère. Bon, c'est Okay. à peu près la même chose. D'accord. Votre père, il était impliqué un peu dans la révolution algérienne. Il a, à travers la lettre qu'il a adressée donc aux Français, ou l'histoire d'Algérie par les textes donc de 43 jusqu'à l'année de sa mort en 61. Donc Oui, apparemment, il était très proche de Karim Belkacem, hein, le fameux bien révolutionnaire sûr. kabyle. Mais pas seulement. Tout d'abord de Ferhat Abbas, puisqu'il le connaissait et il correspond. J'ai des correspondances avec Abbas à partir de 1946. Mais auparavant, en 1944, il était allé voir le général de Gaulle à Alger et il lui avait dit que l'Algérie ne resterait pas française. Il a écrit un article qui s'intitulait L'Algérie restera-t-elle française? Cet article était interdit puisque c'était une question qu'on ne pouvait pas poser. Donc il était très proche des milieux nationalistes et il a été, pendant les années de guerre, il a été l'émissaire entre De Gaulle et le FLN pour préparer la paix qui devait bien venir un jour. Donc, c'est pour ça qu'on le voit souvent à Alger avec les membres du FLN. Et effectivement, Karim Belkacem et lui s'entendaient très, très bien. Très bien, c'est juste encore par rapport à votre père, apparemment, on a lu, vous pouvez le confirmer, c'était lui l'inventeur du concept d'interview radiophonique. Est-ce que vous confirmez Oui, ça? exactement, oui, bien sûr. Bon, il a fait tous ces grands entretiens qui repassent très régulièrement sur France Culture. D'ailleurs, cet été, ils ont repassé les entretiens avec André Gide. L'année d'avant ou 2 ans avant, ils avaient repassé ceux avec Claudel.
Il a fait ça avec Gilles, Claudel, Mauriac, Jandot, Ungaretti. Enfin, c'est l'œuvre en langue française la plus importante de sa carrière. Et de cet enfant Mauriac à 6 ans, maintenant que j'aimerais que vous parliez un peu. Cette image pourrait tout de même vous donner une idée assez fausse. Quand on parle, maintenant on revient sur votre parcours, Pierre. Quand on parle de Pierre, il y a trois caractéristiques qui reviennent, le photographe, le poète et l'expert. Donc, d'abord, le poète. Le poète, est-ce que vous avez, comment dirais-je, hérité ça de votre père, de votre grand-mère? Oui, C'est ça? certainement. On hérite toujours un peu de ses ancêtres. Tout à fait. Donc, je pense que mon père et Taos ont hérité ça de Fatma, et moi, j'ai hérité ça de tous les trois. D'accord. Et vos poèmes portaient beaucoup plus, c'est en rapport avec tous les voyages que vous avez faits, que ce soit en Afrique de l'Ouest. Oui, c'est Oui. plus une poésie africaine. Voilà. Qui est née de ma vie en Afrique. Puisque je suis arrivé en Afrique subsaharienne, j'étais très jeune. Mes premiers voyages là-bas, j'avais 17 ans en République centrafricaine, où j'ai été élève. Voyez. Donc ça m'a vraiment beaucoup marqué dès le départ, et ça reste ma source d'inspiration principale. Et je publie chez Présence africaine, qui est donc une très vieille maison, une très vieille librairie africaine, ouverte à Paris en 1947 par Alioune Diop, qui était un grand ami de mon père. Très bien de savoir, parce que votre père, effectivement, il recevait beaucoup de cadeaux de plusieurs personnalités littéraires, écrivains ou de partout dans le monde. Bien Donc, sûr. oui, c'est ça. Maintenant, par rapport à votre deuxième métier qui vous a fait connaître à travers le monde, vous êtes aussi photographe. Apparemment, vous avez hérité ça de votre grande-mère maternelle du côté mère. De Non, ma mère. de votre mère. Pardon, ouais. Vous avez hérité ça de votre mère. Est-ce que vous pouvez nous dire comment? Oui. Ma mère m'a formé à la photographie, et elle-même a fait beaucoup de photographies à la fin des années 30 et pendant les années de guerre où elle était en Tunisie et en Algérie. Elle a fait beaucoup de photos dans les Aurès, beaucoup de photos en Kabylie, beaucoup de photos en Tunisie. Et moi, j'ai continué à faire de la photographie quand j'étais au Moyen-Orient, en Syrie en particulier. Et puis, j'ai continué à en faire un petit peu en France, mais beaucoup en Afrique. D'accord. Et j'ai fait plusieurs expositions en Belgique, en France et au Togo. Parfait. La troisième caractéristique qui a fait votre notoriété à l'échelle mondiale, c'est votre expertise dans tout ce qui est art primitif. Apparemment aussi, vous avez commencé à découvrir l'antiquaire, tout ce qui est antiquité, à partir de 75, n'est-ce pas? Oui, avant. En fait, comme je vous l'ai dit, influencé par mon grand-père à Alger, j'ai eu cette passion pour toutes les traces du passé et pour toutes les choses où on voyait vraiment le travail de la main de l'artiste, de la main de l'homme, du génie de l'homme. Donc, de l'archéologie et de la préhistoire, je suis passé à ce qu'on appelle aujourd'hui les arts premiers. Et avec le temps, je me suis spécialisé sur les arts premiers d'Afrique noire, parce qu'il y en a beaucoup en Océanie, en Amérique du Nord, en Amérique centrale, un peu partout. Pierre, pourquoi on appelle ça art premier? C'est quoi la différence entre art premier et art primitif qui sont par rapport au peuple sans écriture, c'est ça? Oui, parce qu'en fait, souvent, c'est les arts que l'on rencontre chez des peuples avant l'invention de l'écriture, ou chez des peuples qui n'ont pas connu l'écriture et qui ont utilisé l'art comme média. Donc, la valeur symbolique des objets d'art premier est très forte parce qu'elle doit pouvoir communiquer aux spectateurs, aux gens qui voient l'objet,
un sens magique, un sens caché, un sens profond qui ne se traduit pas par une écriture puisqu'il n'y a pas d'écriture. Et l'art primitif, oui, comme on a appelé les primitifs, les peintres avant la Renaissance, on les a appelés les primitifs, comme les primitifs flamands, etc., parce que c'était des peintres qui n'avaient pas la maîtrise de la perspective ou qui ne voulaient pas l'utiliser. Mais aujourd'hui, on dit art premier puisqu'on considère que dans les civilisations les plus reculées, il y a eu des arts de ce type. Très bien. Autre chose, Pierre, et je termine peut-être, c'est l'avant-dernière question, c'est par rapport à tout ce que vous avez produit. Aussi, on a vu, en lisant un peu votre biographie, vous avez donné un peu d'importance à ce qu'on appelle la franc-maçonnerie. Vous avez écrit beaucoup sur ça, même des livres. C'est quoi la raison? Voilà. C'est une tradition familiale, la franc-maçonnerie, comment dirais-je, humaniste. Mon grand-père en a fait partie, mon arrière-grand-père, mon arrière-grand-oncle, etc., etc. Donc, c'est une philosophie qui me convient. Et j'ai écrit sur l'histoire maçonnique. J'étais expert du musée maçonnique de la Grande Loge de France. Et ça fait partie des comment dirais-je, des philosophies qui me séduisent. Parce que, pourquoi je pose cette question, Pierre, c'est que souvent dans le subconscient des Nord-Africains, quand on cite le mot franc-maçonnerie, c'est quelque chose qui fait peur, c'est-à-dire ça vient toujours l'histoire de complot, etc., un ordre mondial qu'on veut imposer, etc. Donc, est-ce que vous pouvez dire, parce qu'il y a beaucoup de personnalités quand même qui sont passées par là, hein, y compris nord-africaines, dans Amir Abdelkader, voilà, c'est ça. Par exemple. Donc, est-ce que vous refutez ce genre de comment dirais-je, comme quoi c'est pas une organisation qui impose un certain ordre, c'est pas du complotisme, non? Je ne crois pas. Je crois que c'est simplement une organisation qui permet à des gens de toute origine, de toute religion, de se réunir et de s'écouter avec bienveillance. Et il y a toujours des bons et des mauvais dans toute organisation. Très bien. Pour finir, vous avez, bon, on n'a pas le temps parce qu'on doit respecter l'horaire, vous avez fait beaucoup d'expositions, des dizaines et des dizaines, vous avez aussi écrit beaucoup d'articles, beaucoup de livres. Parlez-nous juste de votre dernier livre, le chien de ta mère. De ta mère, c'est ça, le chien de ta mère. Ah, de quoi ça, il parle? Ce sont des nouvelles. Des nouvelles. C'est-à-dire des courts récits, quoi. Qui se passent en Afrique et dans lesquels les traditions du vaudou, les croyances locales sont très présentes et les voyages et les rencontres, la séduction aussi et la vie de tous les jours. Donc, elles se passent toutes au Togo, Bénin, Nigeria, et une seulement se passe en Afrique centrale, au Gabon, où j'ai beaucoup circulé à la fin des années 70. Et c'est une région que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup la forêt, la grande forêt, et les habitants de ces forêts qui sont extrêmement accueillants et chaleureux. Eh bien, donc, le livre est le reflet de ça. Le reflet de ça. Pour ceux qui veulent l'acheter, donc vous êtes en train de voir les coordonnées du livre, donc vous pouvez le procurer. Oui, il faut l'acheter, il faut le commander. Le plus simple, c'est de les commander à Présence africaine, à Paris, rue des Écoles. C'est facile à trouver sur Internet. Sinon, ceux qui habitent en Afrique, ils peuvent l'acheter à Lomé, à Cotonou, à Abidjan, à Bamako, à Niamey. Donc, voilà, maintenant, mon cher Pierre, je vous laisse dire votre mot de la fin. Eh bien, c'était vraiment agréable de m'adresser à une communauté amazigh du Canada.
D'autant plus que dans mes lointains ancêtres français, j'ai des ancêtres qui s'étaient établis au Canada et ensuite qui sont allés en Louisiane au XVIIIe siècle. Donc, pour moi, ce n'est pas une terre inconnue. Le Canada est un pays qui m'a passionné pour ses populations autochtones. Et j'ai beaucoup travaillé aussi sur ces régions-là, et en particulier dans la région de Vancouver, où j'ai voyagé. Voilà. Et je suis content de savoir qu'il y a des communautés amazighes, kabyles partout dans le monde. Et j'espère pouvoir apporter ma pierre à l'édifice de la culture kabyle tant que je serai sur Terre. Voilà. Et merci beaucoup de m'avoir invité. Merci beaucoup à toi aussi, mon cher Pierre, d'avoir accepté notre invitation. ويتهدي دي توالين تيكسان كل قطة تصزم ذاك ثواشولت أمروش تفات كين خانس فرانسيس c'est le phare qui nous a éclairé nous les Kabyles à travers tout leur parcours, qu'ils soient Fadmat Mansour, Taos Marguerite Amrouche, Jean Mourou Amrouche, Pierre Amrouche. C'est un phare qui nous ont éclairés, qui nous ont guidés vers comment ça s'appelle, la tolérance, l'acceptation de l'autre, à la fois en termes de religion, langue, spiritualité et art, écriture, littérature et connaissance de façon générale. كيكيد ستجران تدويل تير دي سملالن نكوني بيير أمروش ميس الموهوف جان أمروش يسان مليل ذو ذما والنظام نكني وصاقة نومير ذي سنتال نظام أو ندينا قيمة ذي ثالويث. Merci Rachid. À bientôt alors. Allez, au plaisir, mon cher Pierre. Salut.